Bonjour, nous sommes le 1er janvier, le 1 du 1 2025, c'est-à-dire que 2024, j'y étais. Bon, c'était hier, c'était l'année passée aussi. Euh, J'y étais. Bon, maintenant, en 2025, nous y sommes. Nous y sommes, voilà, et tant mieux, parce que le mois de décembre, c'est un mois un petit peu difficile, à tous les niveaux. À tous les niveaux, pas pour tout le monde, parce que je vous rappelle que si je prends la comptabilité, bah, il y en a, ils savent bien qu'ils vont en fin d'année, ils vont recevoir les dividendes. Voilà, d'autres vont recevoir des intérêts, etc. Bon, ils sont contents. Bon, ce qui compte en primauté, bien sûr, c'est la santé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit bonne année, bonne santé. Parce que quelqu'un qui, je veux dire, malgré que bon, il possède voilà, des avoirs et des biens, s'il a une mauvaise santé, bon, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ben, maintenant, ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde possède des biens et des, comment on appelle ça, des biens et des avoirs, pourquoi pas, pour tout le monde. C'est ce qu'on souhaite que tout le monde ait, et la santé avec. La santé avec, parce que sans la santé, je veux dire, les gens, ils ont beau posséder ce qu'ils veulent, s'ils n'ont pas la santé, c'est embêtant, parce que bon, ils sont harcelés par une maladie qui leur tient, je veux dire, qui les tient, une maladie qui les tient. Alors, on va dire ça comme ça. Alors, maintenant, pour, je veux dire, posséder ou avoir, bien sûr, il faut bien gérer. Il faut bien gérer, parce que bon, le tout, c'est de bien gérer. Donc, un petit peu voir ce que je fais, un petit peu en comptabilité. Eh ben, je veux dire, les gens, s'ils savent gérer leurs affaires, ben, je veux dire, s'ils sont pas très, ils sont pas trop dépensiers, ben, ils ont des revenus, c'est le principal. Donc, ils vont dépenser en fonction de, voilà, on va dire en conséquence. C'est-à-dire, ils vont dépenser dans une mesure réfléchie, dans une moindre mesure, en fonction de leurs revenus. On ne dépense pas, je veux dire, au-delà de ses revenus, parce qu'à ce moment-là, c'est se mettre à l'abri. Enfin, c'est pas se mettre à l'abri, c'est se mettre dans les problèmes. On va dire ça comme ça. Bon, donc ici, je vais faire un petit peu de comptabilité, et notamment, je vais commencer cette première vidéo de 2025, va concerner la comptabilité, et donc le compte 765. 763, je m'excuse. Le compte 763. Bon, 700, le compte 763 qui est intéressant, d'ailleurs je vais voir tout de suite. Donc CTRL F, je vais taper 763. Voilà. Plus-value sur réalisation d'actifs immobilisés. Voilà. Plus-value sur réalisation d'immobilisation incorporelle et corporelle 7630, 7631. Autre bénéfice, plus-value sur réalisation d'actifs immobilisés. Ouais. Donc il y a bon, moi je vais le mettre dans 763, dans la rubrique 763, parce qu'après les deux autres c'est des sous-rubriques. Normalement il faut les mettre dans les sous-rubriques. Ouais, je peux utiliser le 763, c'est pas un problème. Alors vous aurez compris que s'il y a des plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés, ben, on a aussi des moins-values. Voilà, ben ça ce sont plutôt des produits, des moins-values, c'est des charges. Alors que 763 c'est un compte de produits. Alors si je regarde ici 163, voilà, moins-value. Donc 763 c'est une plus-value et 663 c'est une moins-value. Et là aussi on rencontre 6630 et 6631. Voilà, c'est les mêmes rubriques, hein. D'ailleurs je vais essayer de les copier, pour autant que je sache le faire. Voilà. C'est les mêmes rubriques dans le sens où il y en a un, c'est une moins-value, l'autre une plus-value. Et bien sûr, celui-ci il est détaché parce que c'est un haut niveau. Voilà, c'est moins-value sur réalisation d'actifs mobilisés, 6630. On retrouve celui-là. Voilà. Puis on met le 6631. On retrouve celui-là.
Voilà, ça c'est pour le 663. Mais c'est pas ça que je vais voir, c'est 763. Donc je vais retourner au 763. Voilà, et donc vous voyez que il y a ça, 663, c'est voilà, moins-value, c'est un compte de charge. Celui-ci, c'est des charges. Compte de charge. Compte classe 6, c'est les charges. Et 763, ce sont des produits. Donc vous voyez que les intitulés sont les mêmes, sauf qu'il y en a un qui est moins-value et l'autre plus-value. C'est à ce niveau-là que ça change. Donc plus-value sur réalisation d'actifs, sur réalisation d'immobilisation incorporelle et corporelle. Et 7631, voilà, plus-value sur réalisation d'actifs immobilisés. Voilà. Donc ici vous avez les produits. Voilà, donc, et moi, ce que je veux voir, bon, si vous comprenez le 763, vous comprendrez le 663, parce que, bon, ils sont voilà, opposés l'un de l'autre. Soit il les charge, soit il les produit. Voilà, ça ne sera pas être chargé produit. Soit il les charge, soit il les produit. Ou soit il les produit, soit il les charge. Inversement. Voilà, alors, qu'est-ce que c'est que cette plus-value sur réalisation d'actifs immobilisés? Ben, on va dire que c'est un compte, bien sûr c'est un compte, qui intervient pour enregistrer, bien sûr, des bénéfices. Hein. C'est des bénéfices réalisés lorsqu'on revend certaines choses, par exemple un immeuble, du matériel, du mobilier, voilà, des titres de participation, etc. Donc, alors l'autre, ça va être une perte. Vous aurez compris qu'ici, c'est une perte. Là, c'est un bénéfice. Le produit, c'est un bénéfice. Pour autant que j'ai perdu. Ah, ici, ça c'est un bénéfice sur une vente. Bénéfice sur une vente. Bénéfice. Alors vous voyez que c'est plus-value sur réalisation d'immobilisation incorporelle. Elle peut être incorporelle ou corporelle. Hein. Et alors on a plus-value sur réalisation d'actifs immobilisés. Et donc vous voyez que bon, vous avez les deux. Alors donc par exemple, vous faites petit instant, je vais ouvrir une page. La page s'ouvre pas, je ne sais pas pourquoi. Alors, donc c'est un bénéfice sur une vente. Vente de, bon, voilà, de ce qui est indiqué, hein, plus-value sur immobilisation incorporelle et corporelle sur actifs immobilisés. Alors, par exemple, vous avez... alors, actifs immobilisés, c'est par exemple un titre de participation. Hein, par exemple,
en actifs immobilisés, c'est des titres, par exemple des titres de participation. Alors, on peut vendre quoi? Des immeubles, voilà, des immeubles. On peut vendre des biens, on va dire du matériel, hein, du matériel, pour ne pas dire des biens matériels, hein, des biens matériels de tout genre, en tout genre, matériel. On peut vendre des immeubles, du mobilier, etc. Alors, il y a aussi des immobilisations corporelles, par exemple, je prendrais vente de titres de participation. Et alors là, on peut faire des moins-values ou plus-values. Participation. Et alors, il y a beaucoup de choses, enfin, il y a beaucoup, quand j'ai mis quelques exemples, bénéfices sur une vente, alors les ventes, on peut faire des ventes en tout genre, il n'y a pas que ça, on peut vendre beaucoup de choses. Voilà. Et bien sûr, attention, pour avoir un bénéfice, il y a une condition pour avoir un bénéfice. Il faut que quand on vende, que la somme obtenue soit supérieure à la valeur comptable. La somme obtenue, ça c'est la condition, la somme obtenue soit supérieure à la valeur comptable. La valeur comptable qui est dans les comptes. Hein. La valeur comptable, elle est donnée dans les comptes. Alors, je vous rappelle que valeur comptable, parfois, il y a un aspect théorique. Allez voir la théorie des amortissements. Amortissement. Vous voulez revendre une machine, par exemple, vous voulez revendre une machine, vous faites ce que vous voulez, hein, vous pouvez vendre la machine, pourquoi pas. Tant que vous êtes commerçant, vous vendez ce que vous voulez. Même une personne qui ne vit pas du commerce peut vendre certaines choses, mais elle ne peut pas exagérer. Elle peut pas exagérer parce que si maintenant elle prend une personne qui n'est pas déclarée, bon, elle va toujours remettre voilà, du fer. Voilà, il y en a qui remontent du fer, ouais, voilà, des ferrailleurs, ils prennent du fer. Bon, le fer est toujours utilisé dans les usines, est recyclé dans les usines de fer, ça vous le savez très bien. De toute façon, tout est recyclé, que ce soit papier, carton, plastique. Alors les plastiques, on peut en faire des tubes. Comment est-ce qu'on appelle les plastiques? Si vous mettez voilà, des bouteilles en plastique, après on refait un mélange chimique, et grâce à ça, on peut avoir des tubes voilà, en plastique PVC, etc. On peut fabriquer des tubes, etc. Bon, donc le recyclage, il fait beaucoup de choses. Alors, on peut recycler du carton ondulé, ou toutes sortes de cartons. Voilà, tout est recyclable. Tout est recyclable. Plastique, voilà, le papier, le verre, l'aluminium. Ce qui est, il faut bien recycler. Quand vous avez de l'aluminium, il ne faut pas mélanger avec du fer. S'il y a des parties aluminium, vous devez extraire les parties aluminium, les séparer pour bien, je veux dire, voilà, les recycler. Donc, vous voyez que vous pouvez recycler ce que vous voulez. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens, bon, ils amassent voilà, du fer. Ils passent tous les jours, enfin, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, peu importe. Et ils amassent du fer. Et ils vont à l'usine pour revendre ce fer pour pouvoir refaire de la mitraille et remélanger pour fabriquer, voilà, dans les usines, voilà, les aciéries, sidérurgie, métallurgie, etc. Ils refont des mélanges avec de la ferraille qui préchauffe, enfin qui chauffe, voilà, et puis ils refont des mélanges parce qu'ils ont besoin voilà, de métaux. Ils ont besoin de métaux. Donc voilà, donc les métals, il est recyclable. Mais il y a des personnes, ils n'ont pas de registre de commerce. Bon, il y a tout un temps, bon, beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient, bon, ils achetaient une petite camionnette ou ils achetaient voilà, une petite remorque et voilà, ils prenaient le fer, ils allaient ils rapportaient la mitraille, je veux dire, à l'usine de fer pour pouvoir être recyclé au travers des usines. Bon, le problème, il y a un problème à ça, c'est que bon, ils n'étaient pas déclarés. Donc, s'ils vont une fois, bon, il n'y a pas de problème. Bon, s'ils vont 2 fois, on va dire, c'est pas. Mais s'ils vont tous les jours, là, à ce moment-là, il faut un registre de commerce. Voilà, ça veut dire que pourquoi? Parce qu'en fait, de leur activité, hein, prendre une fois, c'est pas grave. Prendre 2 fois, c'est pas grave. Mais prendre tous les jours, c'est une activité, c'est un travail. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle voilà, du travail non déclaré. C'est travail non déclaré. Bon, s'il avait été 1 ou 2 fois, ça va, mais
s'ils vont tous les jours, je vous rappelle que les ordinateurs indiquent, voilà, chaque fois que vous rentrez, ben, il y a un préposé voilà, qui a l'ordinateur et qui fait une identification par numéro de plaque et tout est enregistré. Hein. Bon, s'il passe une fois, c'est bon, pas grave. S'il passe deux fois, c'est pas grave. S'il passe, on va dire, même s'il passerait 5-6 fois, c'est pas grave. Parce que les montants en jeu ici sont passés de plus de 30 000 euros. Voilà, chaque fois qu'ils font des passages au quotidien, il y a des gens, ils prennent pour plus de 30 000 euros ils ramènent pour plus de 30 000 euros de mitraille. Donc c'est un revenu qui est conséquent annuellement. Et donc c'est des revenus non déclarés. On peut avoir un revenu de 3 000 euros, je veux dire, non déclaré annuel. Bon, c'est pas grave, ça ne dépasse pas 3 000 euros, c'est pas grave. D'ailleurs, le montant qu'on peut avoir dans sa poche, c'est 3 000 euros, hein, suivant la loi. On ne peut pas avoir plus. Voilà, normalement, on ne peut pas avoir plus. Maintenant, il faudrait, je veux dire, voilà, bon, 3 000 euros, on ne peut pas avoir au-dessus de 3 000 euros. Voilà, mais on peut avoir 3 000 euros dans sa poche, on va dire ça comme ça. Mais ce qui veut dire que, bon, un revenu de 30 000 euros annuel, c'est non déclaré. Au niveau des impôts, c'est une fameuse perte. Et si tout le monde fait ça, et il y a beaucoup de gens qui le font parce que les ordinateurs indiquent qu'il y a beaucoup de personnes voilà, qui ne sont pas déclarées et qui font cette activité-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, beaucoup de gens ont reçu des amendes. Ils ont reçu des amendes. Alors, il était facile de les attraper, parce que... Pourquoi c'est facile de les attraper? Mais parce que leur nom, il est enregistré là, dans l'ordinateur. Le fait de faire un passage, ben, le numéro de plaque, je veux dire, est répertorié par le préposé qui accueille, je veux dire... alors, pour ça, qu'est-ce que l'État demande? Elle demande de payer une amende de 30 000 euros. C'est le prix de ce qu'ils ont gagné, en fait, en gros, en moyenne. Ils font un petit calcul, hein, et ils se disent, bon, ils ont gagné en moyenne 30 000, et ils ont gagné beaucoup plus que ça, je peux vous dire, mais voilà, pour celui qui a passé beaucoup de fois, là, il le voit combien il a, et voilà. Et après, bon, on leur demande une amende au tribunal, où ils peuvent s'arranger pour réduire la peine d'amende, pourquoi pas, voilà, ils peuvent encore discuter au tribunal. Ça, c'est encore discutable, mais disons que ce que l'État demande, c'est d'être, comment on appelle ça, déclaré. Donc, ceux qui repassent, ils peuvent repasser, mais en ayant un registre de commerce, parce que c'est un commerce tout court. C'est un commerce tout court. Voilà. Donc, il faut être enregistré au niveau, avoir un registre de commerce. Voilà, ceci étant dit, parce que c'est vrai qu'avec la mitraille, on peut gagner beaucoup de choses, surtout quelqu'un qui habite tout près d'une usine sidérurgique ou une aciérie. Bon, il récolte des ferrailles et il les ramène, voilà, il démonte des ferrailles. Alors parfois, il y a des abus parce qu'il y en a qui commencent à voler, voilà, des plaques d'égout ou des choses comme ça, ou du cuivre dans les câbles électriques, voilà, des chemins de fer, etc. Donc ils volent l'État. Donc après, les trains ne roulent plus parce qu'il y a eu voilà, des gens qui ont profité, voilà, du système, voilà, voilà, mis en service. Enfin, des gens ont volé, je veux dire, on va dire du bien de l'État. C'était bien de l'État, c'est collectif, je vous le dis tout de suite. Les biens d'État, c'est les collectifs, c'est parce que si maintenant le train ne roule plus, demain, à cause d'un câble voilà, qui a été volé, ben, qu'est-ce qui se passe? Ça va embêter qui? Ça va embêter les usagers du train qui sont, voilà, les gens de l'État, c'est-à-dire les gens d'État, c'est-à-dire le peuple. Ça va embêter le peuple. Ça va embêter le peuple. Bon, ça n'embêtera pas celui qui a volé, mais lui, s'il se fait prendre, bon, il risque des amendes. Des amendes et des grosses amendes. Voilà, parce que surtout que la CNCB, si elle est partie civile, dans ces cas-là, je peux vous dire que ça peut monter fort haut. Donc le gain, qu'est-ce qu'il a comme gain? Ben, surtout que c'est beaucoup surveillé maintenant. Voilà, au niveau voilà, de tout ça. Donc il y a beaucoup de gens qui volent des plaques d'égout, beaucoup de gens qui volent des câbles électriques. Bon, ils en font un commerce et puis hein, ils finissent par se faire voir parce que tout est enregistré dans les ordinateurs. Voilà, au passage, ouais, voilà, il y en a un qui ramène une plaque d'égout, c'est bizarre. Et puis il ramène encore une plaque d'égout, c'est encore bizarre. Puis il ramène une troisième plaque d'égout, c'est bizarre parce qu'à ce moment-là, le gars, le préposé, peut téléphoner à la police. Hein. Voilà, il peut téléphoner à la police en disant qu'il y a un commerce voilà, de plaques d'égout ici et où il va les chercher. Alors les policiers, bien sûr, viendront faire leur enquête en demandant d'où viennent alors s'il y a ces plaques d'égout. Voilà, parce qu'on n'accuse pas n'importe qui, n'importe quoi, on va faire n'importe quoi, il faut des preuves. Il faut des preuves matérielles. Et donc, faut bien prouver que les plaques d'égout étaient dérobées, volées, je veux dire, sur la voie publique, par exemple. Voilà. Alors, donc, je disais qu'on peut vendre des immeubles, du matériel, des biens matériels, du mobilier, voilà, et tout peut être, je veux dire, tout peut être recyclé,
recyclé. Alors si vous voulez revendre, il n'y a pas de problème. Tout se revend, comme je l'ai dit. C'est pour ça que j'ai pris un cas de figure avec le marchand de mitraille dans le recyclage. La vente se fait assez aisément. Donc ici, voilà. Donc, et si on vend, si on a une somme obtenue supérieure à la valeur comptable, alors j'ai dit attention aux amortissements. Parce que si vous avez des biens, ben, je veux dire, voilà, on va dire c'est un bien de 1 million. On va dire à 20%. C'est-à-dire basé sur 5 ans. Première année, c'est 1 million. Il vaut 1 million la valeur comptable, la première année. La deuxième année, elle ne vaut plus 1 million. Parce que je veux dire, 1000 divisé par... Alors, 20%, 20 sur 100, c'est 2 dixièmes. Donc, c'est un cinquième. Un cinquième de 1000, c'est 200 000. Donc, on perd 200 000, il en reste 800 000. La troisième année, on perd 800 000, 200 000, il en reste 600. La quatrième année, on perd 200. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le calcul. Parce que sur 5 ans, on doit avoir une résiduelle nulle. Parce que là, je vois 8 moins 2, 6 moins 2, 400 000. Et puis 200 000. Et puis il ne reste plus rien. Voilà, il ne reste plus rien. Voilà. Donc on part de 1 million voilà, en première année. Puis 800, 600, 400. Voilà. C'est bien 200 000. Voilà. 200 000. Et donc, ici, si vous le vendez première année, ben, c'est normal que vous vendez au prix complet. Voilà. Si maintenant vous le vendez la deuxième année, il faut tenir compte de l'amortissement. La valeur comptable, elle est là. Elle est là. La troisième année, la valeur comptable, elle est là. Donc c'est par rapport à l'année. Donc la quatrième année, sa valeur comptable est là. Voilà. Et la sixième année, bon, il n'y a plus de valeur comptable, mais vous pouvez quand même le vendre. Hein. Bon, c'est pas parce que bon, elle vaut plus. Au niveau des amortissements, elle vaut plus rien. Ben, on sait toujours défalquer. On sait toujours s'arranger, c'est pas un problème. On sait toujours vendre des biens, même si l'amortissement dit que elle vaut 0. Alors valeur résiduelle 0. Bon, on peut faire des ventes de gré à gré, de personne à personne. Et je veux dire, bon, s'arranger, c'est pas un problème. Ça peut, voilà, de personne à personne. Bon. Mais en général, il y a une valeur comptable, on estime par rapport à une valeur comptable. Alors pour les véhicules, bon, vous savez très bien que dans le marché de véhicules, il y a ce qu'on appelle l'Argus. L'Argus, bon, qui permet de donner une valeur aux véhicules d'occasion. Oula. Alors, je disais, pour les véhicules, il y a ce qu'on appelle l'Argus, voilà, qui vous fixe, voilà, que vaut le véhicule d'occasion en fonction du nombre de kilomètres, en fonction, voilà, de l'état général du véhicule, de beaucoup de choses. L'Argus vous regardez l'état moteur, l'état général, c'est l'état moteur, l'extérieur, tralali, tralala, nombre de kilomètres, voilà, comment est l'état du véhicule. Voilà, à partir de ça, ils vont fixer un montant de ce qu'elle vaut. C'est comme, de toute façon, dans le commerce, il y a beaucoup cette notion d'estimation. Combien vous estimez votre bien. Par exemple, vous vendez un immeuble, un appartement, voire une maison, voire tout ce que vous voulez. Vous pouvez vendre quoi? Une remise. Vous pouvez vendre un jardin, un petit terrain. Vous pouvez vendre, je veux dire, une allée. Vous pouvez vendre, voilà, une maison, un bloc de maison que vous n'utilisez pas. Ben, voilà. Donc au niveau des immeubles, vous pouvez vendre tout et n'importe quoi. Mais le problème, c'est qu'il y a l'estimation. Alors maintenant, si elle est surestimée, c'est très bien. Mais le problème, c'est de trouver des clients à votre bien. Parce qu'il ne suffit pas de la surestimer et de l'évaluer à autant. Mais vous aurez, pendant 3-4 ans, si vous voyez que vous n'avez personne qui l'achète, c'est qu'il y a un gros problème. Un gros problème à l'habitation. Voilà, c'est parce qu'elle a été estimée trop chère. Et le problème, c'est qu'au départ, si vous faites fuir les gens, ben les gens vont acheter ailleurs. Hein. Ils vont acheter ailleurs, ils ne reviendront plus. Il y a certaines personnes, ils ne viendront plus. Hein. Ils vont aller voir ailleurs, ils vont voir s'il n'y a pas un meilleur bien, moins cher, mieux disposé, plus, voilà,
qui les intéresse plus que d'acheter un bien que vous avez fait fuir les gens. Donc c'est pour ça que la surestimation, c'est très mauvais. Ouais, beaucoup d'agences immobilières surestiment les biens. Voilà. Après, ils vous disent, par rapport à un bien, ils vous disent que ouais, c'est la loi de l'offre de la demande. Et bon, il n'y a pas beaucoup de demandes, mais c'est normal. Si l'offre elle est trop haute, par rapport à une surestimation qui n'est pas. Parce que estimer, le mot, il est là. Hein. Estimer un bien, c'est que ça veut dire. Une personne A va estimer le bien autant, une personne B va estimer le bien autant, et une personne C va estimer le bien autant. Bon, bien, normalement, il y a une négociation à ça. On négocie, c'est comme un salaire, on négocie un salaire. Donc, il y a un échange entre personnes et on se met d'accord. On se met d'accord sur, je veux dire, un prix. Donc, au niveau du prix, il y a des négociations. Il y a des négociations qui se font. Mais maintenant, vouloir à tout prix un prix, le fixer, se dire, bon, j'attends le client. En fait, la personne n'attend pas le client, elle attend le pigeon. Voilà. Alors bon, si elle tombe sur un pigeon, bon, il y a des gens, je veux dire, qui ont de l'argent, je veux dire, voilà. Je vous rappelle que le marché de l'immobilier, il y a beaucoup de, voilà, ce qu'on appelle comment on appelle ça, de l'argent sale. Hein. Voilà, il y a de l'argent sale parce qu'il y a beaucoup de, on va dire de l'argent sale qui passe. Donc il y a des gens, quand ils achètent, ils ne sont pas regardants parce qu'ils veulent, on va dire, blanchir leur argent. Voilà, il y a des gens qui veulent blanchir leur argent. Donc, sur un bien, ils ne vont pas regarder. Ils vont se dire, ouais, bon, il y a un immeuble, il faut que je blanchisse mon argent. Ils vont acheter tel bâtiment, tel appartement, telle maison, quitte à voilà, dépenser, ils vont dépenser. Ils sont obligés de dépenser parce que sinon, ils risquent d'avoir des problèmes, je dirais, avec la justice. Donc là, ils vont blanchir leur argent hein, et ils vont mettre sur des bâtiments où, je veux dire, qui sont surévalués et que personne n'achète sauf des gens qui blanchissent l'argent. Et ça, c'est possible aussi. Voilà, il y a tous les cas de figure. Il y a tous les cas de figure. Voilà, on va dire ça, il y a tous les cas de figure. Voilà. Alors, ceci étant dit, donc attention aux amortissements pour la valeur comptable. Hein. Oui, quand vous avez des biens, on n'attribue pas, je veux dire, une valeur comptable, je veux dire, sur un bien. Normalement, il y a une théorie qui est sur l'amortissement qui met, je veux dire, en exergue le prix que ça doit valoir telle année. Maintenant, si la valeur résiduelle est nulle, vous pouvez vous arranger pour que vous la revendez quand même avec un certain montant. Voilà. Pour les voitures, il y a l'Argus. Pour l'immeuble, ben, il y a les agences immobilières qui font, voilà, qui font les bons jours, voilà, les bons jours des propriétaires. Ouais, ils s'arrangent à vendre le bien à une certaine valeur, en espérant que, je veux dire, ils aient des clients. Mais s'ils surévaluent trop, là, à ce moment, ils ont mal joué. Et parce que les clients ne reviendront plus. Voilà, il y a beaucoup d'habitations qui restent, je veux dire, sur les carreaux pendant des années. Pourquoi? Parce que le bien, il est trop cher, tout simplement. Les gens ils se disent bien que le prix voilà, ça ne vaut pas le prix. Ça ne vaut pas le prix. Je vous rappelle que pour les habitants, autant pour l'Argus, il faut un état général du véhicule correct, plus ou moins correct. Voilà, s'il y a des choses à améliorer, ben, on va chez le garagiste, on fait un entretien, on remplace certaines pièces, on remplace certaines voilà, choses qui sont défaillantes. Voilà, etc., etc. Et voilà, on remet en état le véhicule. Bon, maintenant, elle aura son prix. Elle aura son prix. Maintenant, une habitation, c'est pareil. Généralement, beaucoup d'habitations vieillissent et bon, beaucoup de gens ne font pas des travaux dans leur habitation. Et normalement, tous les 10-15 ans, ils devraient avoir, je veux dire, un rafraîchissement de l'habitation. Mais ce que les gens ne font pas. Les gens ne font pas. Donc, ils laissent vieillir le bâtiment. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils attrapent de l'humidité. Voilà, ils n'isolent pas. Les maisons, en général, les vieilles maisons de plus de 80-90 ans, ben, ne sont pas isolées et beaucoup de gens ne les isolent pas. Ouais, ils ne trouvent pas, je veux dire, la raison de dire. Il y a des gens, ils vivent jusqu'à leur mort dans des habitations et ils s'en accommodent. Hein. Et parfois même jusqu'à l'insalubrité. Eux, ce qu'ils font, ben, ils utilisent leur maison. Ils ne s'intéressent pas, je veux dire, à la décoration. Ils ne s'intéressent pas, je veux dire, à avoir une belle maison, mais ils s'intéressent juste à vivre dedans, boire, manger, voilà, faire leurs besoins, et peu importe, ils ne veulent pas un bien-être à l'intérieur de leur maison, parce que on va pas dire que c'est à cause du coût, parce que le coût, il peut faire un prêt, et voilà, voilà, c'est pas une histoire de coût, c'est une histoire que les gens voilà, les gens sont bien comme ça. Maintenant, d'autres, ben, ils investissent dans leur habitation, et voilà, ils rénovent, mais la rénovation a un coût, mais le tout, on le fait avec des prêts, au travers de prêts. Voilà, donc c'est pour vous dire que, voilà, si on veut vendre un bien,
ben, il y a des estimations sur le bien, on va dire ça comme ça, et que, bon, voilà, si la somme obtenue est supérieure à la valeur comptable, ben on fait une plus-value. Si la somme est obtenue est inférieure à la valeur comptable, on fait une moins-value. Avec, bien sûr, l'amortissement, hein, en faisant attention à l'année de l'amortissement pour certains biens. Alors, ceci étant dit, je vais prendre un exemple. Je vais faire un exemple. Par exemple, nous vendons je vais vendre par exemple, je sais pas quoi, du mobilier. Ouais. Nous vendons pour 25 000 unités monétaires. Unités monétaires. On va dire. Qu'est-ce que je peux vendre? Je sais pas moi. Ouais, on va vendre une armoire. Ouais, une armoire. Une armoire de l'entreprise. Nous vendons pour 25 000 une armoire. On va dire une belle petite armoire. Voilà, de rangement, une armoire de rangement. De dossiers. Ouais, elle est grande. Hein. C'est une grande. Donc elle fait plus. Elle fait, on va dire, cette armoire. On peut se dire que c'est une armoire qui fait ceci. Voilà. Supposons qu'on ait une pièce. On a une pièce. Voilà, comme ça, c'est la pièce. Voilà. On a une armoire comme ceci. Alors supposons qu'on ait une porte d'entrée ici, vitrée, par exemple. On a une porte d'entrée vitrée. Voilà, ici, on a une porte d'entrée vitrée. Et alors, l'armoire, bon, elle est aussi comme ceci. Et donc, c'est un armoire à volet. Si vous regardez, par exemple, une des armoires, voilà, vous pouvez l'ouvrir. Ah, on peut se dire qu'on peut l'ouvrir comme ceci. Alors on pourrait l'ouvrir comme ceci. Alors à ce moment-là, si on l'ouvre comme ça, on pourrait l'ouvrir comme ceci, comme ceci. Voilà, en deux parties. Et là, il y aurait une clé. À clé, c'est une armoire à clé. Une petite armoire à clé. Et là, on viendrait mettre des dossiers. Et donc, ce serait tout des volets. Vous auriez. Voilà, le volet s'ouvrirait comme ceci. Pour autant qu'on soulève la partie haute, voilà, les volets vont. Alors, on aura accès au dossier. Voilà. Et donc, la partie basse, elle est là. Et ça, c'est notre armoire. Voilà. On va dire que ça, c'est notre armoire. Voilà. Et donc, ça, c'est toute notre armoire. Bon, elle est estimée, voilà, à 25 000. 25 000. Voilà. Et alors, on décide, par exemple, de la revente. Donc c'est bien une armoire de bureau, hein, une armoire de rangement de dossiers de bureau. Alors, la valeur comptable, je vais l'estimer à 10 000. Valeur comptable égale 10 000. Eh bien, là, vous voyez que, bien sûr, unité monétaire, on la revend avec une valeur comptable de 10 000. Là, vous aurez compris qu'on va faire une plus-value. On va faire une plus-value, parce qu'on le revend 25 000, alors que la valeur comptable, elle est de 10 000. Eh bien, je vais faire l'écriture comptable. Alors, je vais payer par banque. Enfin, la personne va payer par banque. Hein. La personne va payer par banque. Alors, une armoire, c'est considéré comme du mobilier. Et le mobilier, c'est 240. Hein. Je vous rappelle, c'est 240. Si je tape 240, vous allez avoir mobilier. 24 mobilier. C'est dans matériel. Voilà, je peux aller chercher dans l'autre. Voilà, CTRL F. 240. Voilà, mobilier, matériel de bureau. Mobilier, matériel de bureau. Voilà. Donc,
je vais encoder ça. 240 mobilier et matériel de bureau qui est un compte, bien sûr, d'actifs. Alors, je vais aller chercher le 550 qui est banque. En fait, c'est compte courant. Hein. Banque, c'est compte courant. C'est 550. Compte ouvert auprès des divers établissements. Bon, ici, on a compte courant, établissement de crédit. Compte courant, voilà. 550. Compte courant, avec S. Ici, avec le 0. C'est celui-ci, ici. Donc, compte courant avec S, 550. Ou banque, vous pouvez mettre banque, hein, c'est pas un problème. C'est un compte d'actifs. Alors, actifs circulants, bien sûr. Alors que lui, c'est des valeurs immobilisées. Voilà, 240, c'est des valeurs immobilisées. Voilà. 550, c'est un actif circulant. C'est banque, c'est compte courant. Et bien sûr, là, on va voir notre produit. Parce qu'on fait une plus-value. Et alors, le nom, c'était... je vous rappelle que c'est 763. 763, compte de produit. Et c'est une plus-value sur réalisation d'actifs immobilisés. Bon, je vais aller voir ça tout de suite. 763. Plus-value sur réalisation d'actifs avec S immobilisé S. Alors, c'est cadre 7D. Cadre 7D. C'est dans le cadre 7D. Celui-ci va dans le cadre, voilà, de compte de résultat 7.D. On va le mettre dans le 7.D dans le compte de résultat. Alors d'actifs, c'est S, immobilisé S. Alors ici, je vais mettre bien sûr le compte. On va mettre accueil. Une bordure en bas. Bordure en bas. Et une bordure en bas. Alors, 1, 2, 3 ici. Bordure à droite. Bordure à droite. Et une bordure à droite. Voilà, donc là on a bien 240 mobilier matériel de bureau, 550 compte courant et plus-value, voilà. Et maintenant je vais mettre les montants. Supposons que la valeur à l'année, on va dire la année, si je mets une année, année XXX, voilà.
elle valait, c'est la vente a lieu l'année XX. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est l'année XXX aussi. Il faut aller chercher la valeur comptable de l'année. Donc ici, c'est XXX. Et ici, bien sûr, c'est l'année aussi XXX. Tout se passe l'année XXX. Bon, on vend l'année, ici j'ai oublié de le dire, nous vendons une armoire, bien sûr, on est quelle année? C'est l'année XXX. Voilà, l'année XXX. Alors ici, notre armoire. Ça, c'est notre partie d'armoire. Hein. C'est comme si vous avez... j'ai dessiné, c'est comme si vous avez cette partie-là. Voilà, c'est une des armoires. Une des armoires. Alors, elle serait constituée de beaucoup d'armoires. Alors, donc, on va mettre... je vais mettre un montant. Donc, elle était... sa valeur, elle valait 10 000. 10 000. Voilà, ça c'était sa valeur au départ. Sa valeur comptable. L'année XXX, elle vaut 10 000. Voilà. Alors, la revente. Si je veux faire la revente, ça c'est l'année XXX, c'est la valeur comptable, elle est dans l'entreprise. Et là, la vente, elle se fait ici. Je vais faire la vente ici. Donc la vente, c'est bien sûr ce montant-là qui va partir. Donc là, on a un solde nul. Hein. Le jour de la vente, on a un solde nul. Il n'y a plus de mobilier. Hein. Dans l'entreprise, il n'y a plus de mobilier. Il n'y a plus de mobilier dans l'entreprise le jour de la vente. Alors, bien sûr, le compte courant va être alimenté au niveau du débit. Donc, il sera débité. Bien sûr, si c'est crédit, là, vous avez le débit, le compte d'actifs et le crédit. Voilà. Et on va nous donner 25 000. Donc, il va être débité le jour de la vente. C'est 25 000. Voilà. Et la différence entre les deux, on fait une plus-value. On va faire une plus-value. Et bien sûr, là, on va le mettre du côté crédit. Voilà, là, ça augmente. Au niveau de la vente, alors c'est 25 000 qu'on a revendu, moins les 10 000. Ça fait 15 000 de plus-value. Donc on a une plus-value de 15 000. Et ça, bien sûr, c'est l'année XXX. Voilà, qui est la vente. C'est une vente. Alors maintenant, dans le livre journal, on va écrire. Bon, au départ, on avait dans le compte le mouvement de la vente. Je vais écrire le mouvement de la vente. Jour de la vente. On aura banque, compte courant, 550. A, 240 et 763. C'est-à-dire qu'on aura mobilier A,
240, mobilier. Oui, 550, c'est banque. Hein. Je vais modifier. 550, compte courant. Mobilier, 763, plus-value. Voilà. Alors, les montants. Les montants, là, c'est montant débité, montant crédité. Alors, montant débité, compte courant, 25 000. Et montant crédité, mobilier, 10 000. Et la plus-value, 15 000. On a bien. Là, ici, notre livre journal, ici. Alors, qui est le numéro d'opération? Numéro d'opération. Alors ici, je peux mettre les rubriques. Alors, la rubrique de plus-value... Oui, attention qu'ici... La rubrique de plus-value, c'est 7D dans le compte des résultats. Rubrique 7D. Et bien sûr, ici, l'opération, c'est une vente. Alors, je pourrais même mettre vente de mobilier. Ça, bon, plus on est... plus on est... précis, et plus on sait aller rechercher exactement dans quel compte ce qui concerne le bien qu'il soit là. Bien qu'on sait bien qu'on a à faire du mobilier. Mais supposons que le problème, il y en a un qui s'est trompé ici. Il a marqué machine. Il peut se tromper, c'est pas un problème. Et qui même le numéro de compte, c'est... Alors s'il met vente de mobilier qu'on voit machine, on se dit bien qu'il y a un problème. Hein. Donc c'est pour ça que il faut toujours quelque chose, voilà, qui vienne, je veux dire, en vérification et qui doit corroborer, je veux dire, les intitulés. Ici, on va dire, c'est l'action. L'action, bon, c'est la vente de mobilier. Et si c'est une rubrique, ce sont les rubriques. Voilà, donc la rubrique, si dans la rubrique je ne trouve pas de mobilier, et que l'action c'est de vente de mobilier, et que je trouve plutôt des machines ou des immeubles, on va se dire on s'est trompé quelque part. On s'est trompé quelque part. Alors, le compte en banque, c'est quelque chose, les mouvements compte bancaire, faut bien vérifier, parce que faut faire attention à ça. Il faut faire attention. Je veux dire, on peut se tromper à certains endroits. Je veux dire, quoique la comptabilité, il faut éviter de se tromper au maximum. Mais les comptes courants, je vous rappelle que si vous vous trompez, bon, si vous vous trompez pour le compte fournisseur, bah, votre fournisseur il va vous envoyer une facture. À ce moment, vous saurez bien que vous devez de l'argent. Même si vous n'avez pas indiqué dans le compte fournisseur, bah, il faut l'indiquer. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas l'indiquer. Mais s'il y en a un qui fait une erreur, qui l'a oublié, parce que ça arrive, hein, j'ai dit que quand j'avais commencé, voilà, je veux dire, voilà, à avoir la comptabilité, je vous avais dit que ceux qui travaillent dans les entreprises, ils travaillent 8 heures par jour, voire plus. Voilà, ils travaillent 8 heures par jour, voire plus. Mais je veux dire, ils font beaucoup d'opérations. Et qu'à un moment donné, l'être humain, c'est l'être humain. Je veux dire, il a un cerveau comme tout le monde. Donc, je veux dire, à un moment donné,
Voilà, il y a un moment donné, il est fatigué, il y a un moment donné, il y a trop d'informations, il y a un moment donné, la gestion du cerveau, bon, il fait que parfois il peut devenir bourrique. Bourrique, c'est-à-dire bourrique, ça veut dire que soit il est fatigué et en même temps il y a trop d'informations, ou soit il n'est pas fatigué, mais on lui met trop d'informations. Donc, et le cerveau, on va dire, il n'est pas fait pour. Bon, on sait bien que le cerveau, c'est aussi une machine, je veux dire, incroyable, incontestable, et tous les bons mots que vous pouvez mettre sur le cerveau, parce que le cerveau, c'est quelque chose de, je veux dire, fabuleux. C'est une création fabuleuse de, voilà, on va dire du bon Dieu, le bon Dieu qui a créé voilà, l'être humain, les êtres humains, les animaux, etc. Mais il a créé, il a doué les êtres humains d'un cerveau, et le cerveau, c'est quelque chose de fabuleux. Maintenant, fabuleux, ok, c'est comme une machine. Si vous faites trop de travail à la machine, ça va pas. Je veux dire, la machine risque de tomber en panne ou saturer, ou voilà. Eh bien, un cerveau, c'est le même. Si vous saturez le cerveau, à un moment donné, ben, je veux dire, s'il y a trop d'informations qui viennent, il peut devenir bourrique. Bourrique, ça veut dire qu'il y a trop d'informations. Dans les entreprises, il y a des gens, ils ont un coup de téléphone à droite, un coup de téléphone à gauche, un client à devant. Il y a l'atelier qui l'appelle, je veux dire, le patron qui l'appelle pour un rendez-vous. Je veux dire, ben, il s'en sort plus. Il a 10 trucs en même temps. Alors maintenant, qu'est-ce qui est une urgence? C'est comme dans les hôpitaux aussi. Il y a plein de gens qui viennent, chacun dit c'est une urgence. Et on ne sait pas ce que c'est qu'une urgence, parce que vous avez des gens qui viennent pour rien du tout et puis ils finissent par mourir. Ils viennent pour rien du tout. Et voilà, vous croyez qu'il n'a pas grand-chose et il meurt. Il y a beaucoup de gens comme ça. Je veux dire, ils viennent à l'hôpital, on croit qu'il va s'en sortir. Bon, c'est pas une urgence, on le met de côté, mais il finit par mourir dans l'hôpital. Parce que c'était. Alors, on ne sait pas dire qu'est-ce qu'est qu'une urgence. Quelqu'un qui vient d'avoir un accident, bon, qui saigne de partout, on voit tout de suite que bon, c'est pas beau à voir, qu'il faut intervenir en urgence, etc. Mais c'est pas la seule urgence. Peut-être que le type qui saigne, ben, on va le mettre peut-être de côté et on va sauver peut-être quelqu'un qui est à côté de la mort, ou juste à côté. Qu'est-ce que c'est qu'une urgence? C'est difficile à dire, hein. Certains prennent le temps de définir une urgence, mais quand le temps est là, il faut faire vite, avec d'innombrables informations, on n'a pas le temps de réfléchir, qu'est-ce qui est une urgence ou pas une urgence. Certaines choses, on peut les mettre, voilà, on peut les réfléchir, mais il y a des choses, quand tu as trop d'informations, trop c'est trop. Il faut être dans le milieu pour comprendre ce que c'est que, je veux dire, voilà. euh, et parfois, certaines personnes peuvent être vues comme, voir ça comme du harcèlement, hein. Voilà, je veux dire, bon, elles ont 50 000 informations et qui viennent, moi, elles pensent qu'on on leur veut du mal. Non, c'est parce que c'est l'entreprise qui tourne. Il y a trop d'informations, des flux d'informations. Voilà, à mon avis, c'est parce que s'il y a trop d'informations qui arrivent pour la même personne, c'est que je veux dire, ben, il faut engager du personnel. Maintenant, l'entreprise, elle fait ce qu'elle veut, elle engage ou elle n'engage pas. Mais en tout cas, ça veut dire que la personne est saturée au niveau du travail. Bon, elle travaille de trop pour le poste qu'elle a, c'est-à-dire qu'elle est saturée au niveau de l'emploi, elle est saturée. Donc ça veut dire qu'il faut une deuxième personne qui vienne, je veux dire, en aide à cette personne-là. Parce que recevoir trop d'appels téléphoniques, on ne sait pas tout gérer. Alors, je vous rappelle que dans les appels téléphoniques, il y a des gens qui ne sont pas, je veux dire, qui sont pas, je veux dire, vis-à-vis de l'entreprise et du client, d'abord des clients et de l'entreprise, elles ne sont pas, je veux dire, réglo. Réglo, c'est-à-dire que les gens vont téléphoner, ils vont faire semblant de répondre et elle va raccrocher. Donc en fait, elle a peut-être eu 10 appels téléphoniques, 10. Alors le patron va croire qu'il a géré 10 appels. Non, il a reçu 10 appels et les 10, il les a raccrochés. Donc c'est normal que bon, il n'a pas pris le temps pour chacune des 10 personnes. Ce qui veut dire que bon, c'est normal que bon, la personne, en fait, elle n'a pas travaillé. Elle n'a pas travaillé. Elle a fait semblant de travailler. Voilà, il y a des personnes comme ça, hein. Voilà, des personnes qui sont, je veux dire, qui ne sont pas de confiance dans une entreprise. Vous leur faites confiance, vous lui attribuez un poste, vous lui dites, bon, tu gères les appels téléphoniques, ben, s'il y a trop d'appels, c'est toi qui dois, voilà, manœuvrer, mettre de côté ce qui est intéressant, voilà, et répondre à chaque client. Et bien qu'il y a des clients récalcitrants, excités autour de vous, qui font en sorte qu'ils veulent passer en premier, non, chacun son tour, et chacun est pris, je veux dire, le temps qu'il faut. Voilà, donc, mais il y a des personnes qui font pas ça. Ils répondent pas au téléphone, voilà, ils font semblant qu'ils ont répondu, et voilà, et pour ça il faut une enquête de satisfaction pour savoir si la personne au bout du fil, bon, elle est contente du service qui a été rendu. Voilà, et alors si maintenant vous avez 10 personnes qui ont appelé la même personne, et que cette même personne, je vais dire, au niveau voilà, de la gestion téléphonique, cette même personne a raccroché 10 fois, et qu'on constate qu'elle a raccroché 10 fois, ben, elle n'a pas sa place dans l'entreprise. Parce que je veux dire, elle ne travaille pas, elle ne répond pas, je veux dire, aux, voilà, aux clients.
Elle ne répond pas aux clients. Elle fait semblant de répondre et puis elle raccroche. Ouais, mais elle a eu des... En attendant, les gens croient qu'il a géré 10 personnes, mais elle laisse le travail aux autres parce que la personne qui a téléphoné, qui a eu et qui n'a pas voilà, été satisfait par la réponse de l'opérateur, ben elle va téléphoner à un autre opérateur. Donc c'est l'autre opérateur qui va faire le travail pour la personne qui raccroche à chaque fois. Hein, qui raccroche à chaque fois et qui fait semblant de travailler. Donc elle aura eu 50 appels, oui, mais elle n'aura pas travaillé. Voilà, voilà, à chaque fois elle dit oui, bon, elle répond d'une certaine façon et puis elle raccroche. Voilà. Elle vous envoie ailleurs ou elle raccroche ou je sais pas qu'est-ce qu'elle fait. Et ça, c'est pas travailler, ça. Ça, c'est un petit peu se foutre un petit peu voilà, de la tête de l'entreprise et c'est pas travailler sérieusement. Voilà, c'est pas travailler sérieusement. Donc, c'est pour ça qu'il y a des personnes bon, qui font bien leur travail. Bah, ils ont 50 appels et ils gèrent les 50 appels, je veux dire, de manière correcte. Voilà, quant à d'autres, je veux dire, ne le font pas correctement. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours, voilà, comment on appelle ça, une gestion de la qualité juste après les appels téléphoniques et d'enregistrer. Les enregistrements, ça permet de faire ça. C'est pas pour forcément de mettre à mal le client pour voir ce qu'elle va raconter de bêtises. Non, c'est pas ça. Ou de si elle va insulter, le dire à la police, ça n'a rien à voir. C'est pour voir aussi si la personne a répondu correctement, l'opérateur a répondu correctement. Je veux dire, au client. C'est surtout ça aussi. Je vous remercie.